Le cordon s'est resserré autour de mes gorges si soudainement que le monde est basculé dans un flot de panique et de douleur. Et à ce moment précis que j'ai compris que mes propres sœurs voulaient ma mort. Mes doigts se sont crispés sur la surface rugueuse du câble qui s'enfonce de mes peaux. L'oppression écrase me trache jusqu'à ce que chaque respiration devienne un haleine nous saccader. Mes yeux se sont révulsés alors que des taches noires tourbillonnaient dans ma vision. Et le son de mon rythme cardiaque tenait si fort qu'il a noyé tout sauf sa voix. Melissa s'est penchée au-dessus de moi tous les dents serrées, les yeux grands ouverts. Remplie d'une rage sans fin, elle criait: mon visage et tu ne mérites rien. Tu m'as tout pris. Ces mots frappaient plus fort que le cordon lui-même parce qu'ils n'étaient pas nouveaux. Ils étaient l'écho d'années de jalousie et d'amertume qui avaient mijoté en elle. Mais ce soir, elle avait choisi de les laisser déborder quelque chose de physique. Quelque chose de mortel. Mon corps s'est débattu contre le sien. Mes ongles en griffes et ses poignets même d'effet que serraient plus fort. Et mes poumons brûlent comme si le feu lui-même s'était allumé dans deux poitrines. J'ai essayé de crier de l'aide, mais aucun son n'est sorti. Seulement un faible sifflement qui allait avaler de les pieds sans air. L'odeur de sueur et de poussière de la moquette remplit le verre alors qu'elle me forçait. Descendre, son genou épinglant mes côtes jusqu'à ce que j'aie l'impression que elle allait se briser. Mes visions vacillent, les bords devenant sombres. Et je savais que j'étais à quelques secondes de m'effondrer complètement. Quelque part dans le cœur qu'une pensée perçue claire et froide: si j'abandonne maintenant, personne ne connaîtrait jamais la vérité. Elle dira: je le méritais et nous pas peu croiront. Comme toujours, cette pensée allume une dernière étincelle de survie. Avec le peu de force qui me reste, j'ai poussé mes talons contre le sol, arquant mon corps en arrière avec tout le désespoir de quelqu'un qui se noie sous les vagues. Et nous avons toutes les deux claqué contre le mur. Le choc de l'impact a relâché son emprise juste le temps d'un battement de cœur. Mais un battement de cœur était tout ce dont j'avais besoin. L'air s'était engouffré comme des couteaux d'un gorge vif et j'ai tordu mon corps sur le côte, traînant le cordon par-dessus mon épaule. Melissa criait de frustration de ses voix aiguës et déséquilibrées. Tu crois que tu peux gagner de Tamily? Tu crois que tu es plus forte? Mais tu n'es rien. Ces mots se sont mêlés au son de mes respirations étouffées. Les pièces tournent comme si les murs eux-mêmes reculaient devant ce qu'elle avait fait. Mes genoux fléchis. J'ai titubé vers le dur, une main agrippe mon cou meurtri. Je pouvais sentir le goût du fer au fond de ma gorge, les peaux glissant dessus. Mais j'ai refusé de tomber. Elle devrait vivre quand elle voulait me voir briser. Elle s'est jetée de nouveau sur moi, ses mains cherchant le cordon pour l'enrouler une fois de plus autour de moi. Et pendant une seconde, j'ai pensé que cela finirait ici. Mais mon bras frappait sauvagement et fait tomber la lampe du bureau. Le fracas envoyait des éclats de verre s'éparpiller sur le sol. Et le bruit soudain finalement attiré l'attention de l'extérieur. Des pas se sont précipités vers la porte. Les voix de mes partenaires sont les répliquer ce qui se passe là-dedans. Le visage de Melissa change d'instantanément comme un masque se met en place. Ce fut remplacé par des larmes de crocodile. Et il relâchait le cordon, le laissant tomber sur le sol et s'effondrer à genoux, sanglotant comme si elle était la victime. Elle s'est légèrement frappée le bras pour créer des marques rouges. Puis me regarda avec un sourire tordu caché sous ses faux pleurs, prête à raconter son histoire. Le porte s'est ouverte brusquement et nos parents regardent. Leurs yeux se posent d'abord sur elle tremblante et pleurant, puis sur moi avec mon conflit. Alport et recherche d'air. Avant que je puisse former des mots, Melissa gémit-elle d'attaque le premier. Elle essayait de me faire du mal. Je ne faisais que me défendre, leur visage se sont durcis d'incrédulité. Dirigé non peu vers elle, tenait vers moi. Les pieds s'est basculé de nouveau. Cette fois à cause de la trahison qui était plus ancienne que les échymoses se forment sur ma peau. J'ai essayé de parler, mais seulement un râle est sorti de tout ce que j'ai vu. C'était le froncement de sourcils de ma mère et le silence de mon père. Tous les deux décidons déjà de quel côté ils étaient. Cette nuit, alors que j'étais allongé sur le sol avec le cordon rouge à côté de moi comme un serpent, attendant de frapper à nouveau, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus de dispute ou de favoritisme. Mes sœurs avaient franchi les lignes et tenté de me tuer. Et Ripart avait choisi une fois et de plus de détourner le regard. Ce que personne ne savait, c'est que cette fois, les preuves ne disparaîtraient pas. Cette fois, la vérité ne serait pas enfouie sous ces mensonges. Cette fois, il y aurait des preuves graves de mon corps que personne ne pourrait nier. Et quand cela sortirait, cela changerait tout. Je m'appelle Emily Carter, j'ai 22 ans. Et jusqu'à cette nuit, tous les mains de mes sœurs resserrent un cordon autour de ma gorge. Je croyais que les pires choses que mes familles pouvaient me faire étaient de me rejeter, de me rabaisser ou de prétendre que mon existence comptait moins que des siennes. L'attaque était choquante, elle n'est née de nulle part. C'était le résultat inévitable d'un dépassement d'une maison que l'amour était rationné comme de la nourriture. Tout chaque part était donné, je me lisse un premier, tandis que je devais survivre avec des restes. De l'extérieur, tout me ressemblait à une famille de banlieue ordinaire qu'une maison modeste. Deux filles d'âge rapprocheux, des parents qui allaient à l'église le dimanche et souriaient pour les photos de vacances. Mais sous cette mince couche de normalité se cachait une structure construite sur le favoritisme, le contrôle et le silence. Mes parents Richard et Diat avaient une vision de ce qu'une fille devait être: gracieuse, confiante, admirée par les voisins. Melissa correspondait parfaitement à ce modèle. Elle avait 4 ans de plus, était belle d'une manière qui exigeait l'attention, assez bruyante pour remplir chaque pièce et assez audacieuse pour réclamer tout ce qu'elle voulait. Lorsqu'elle dansait dans des récitals scolaires, ma mère s'asseyait au premier avec des larmes dans les yeux.
applaudissant jusqu'à ce que ses mains soient rouges, tandis que mon père rayonnait de fierté et parlait de la façon dont elle était destinée à de grandes choses. Lorsque je rentrais à la maison avec des notes parfaites ou un ruban d'une exposition scientifique, il levait à peine les yeux de la télévision, marmonnant quelque chose que de beau travail, aveu de passer d'autres choses comme si les forêts. La réussite était attendue de mon peuple et jamais digne d'être célébrée. J'étais le plus calme, celle qui restait éveillée tard à lire, qui préférait dessiner de des cahiers et des bibliothèques au lieu de me disputer. L'attention, ma mère hochait la tête lorsqu'elle voyait de regrets sur mes pères après avoir travaillé dans un restaurant. Elle disait « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme tes sœurs ?» Mon père le corrigeait rarement, son silence renforçant ses mots jusqu'à ce qu'ils deviennent une vérité gravée dans les murs de notre maison. Enfin, Melissa et moi aurions dû être des alliés, mais au lieu de cela, elle a vite appris qu'elle était les préférées, elle les maniait comme une arme. Si elle voulait me jouer, elle les prenait. Si elle cassait quelque chose, j'étais blâmé. Si elle échouait à test, j'étais celle qui était grondée pour ne pas l'avoir aidée à étudier. C'était un cycle qui grandissait avec nous, se resserrant de plus en plus. Chaque année me laissant de plus en plus invisible. Au moment où je suis entré au lycée, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais gagner leur approbation, me battant sur son champ de bataille. Alors je me suis replié sur moi-même. Je me suis consacré à mes études, de longues soirées au restaurant, des matinées de tutorat. Déterminé à se construire un jour une vie hors de leur portée. Mon rêve n'était pas glamour, pas quelque chose qu'ils comprendraient. Mais c'était important pour moi. Je voulais devenir infirmière. Consacrer ma vie et aider les personnes qui n'avaient personne d'autre. Parce que je savais trop bien ce que c'était d'être négligé. Ce rêve m'a porté à travers l'épuisement, à travers la douleur de me faire dire encore et encore que je n'étais pas assez. Cela me donnait une raison de mettre le feu dessus du bruit et des demandes incessantes de Melissa et des soupirs dédaigneux de mes parents. Pourtant, même construisant cette fragile indépendance, je rentrais toujours à la maison. Je m'asseyais toujours à la table manchée où les voix de Melissa noyaient la mienne. J'entendais toujours les critiques de ma mère et le silence de mon père. Parce qu'il est plus difficile qu'il n'y paraît de s'éloigner complètement de sa famille. Je m'accrochais à l'espoir qu'un jour peut-être il me verrait pour ce que j'étais. Que peut-être mes sacrifices compteraient. Mais au fond de moi, je connaissais les vérités. J'étais l'ombre d'une maison qui lui appartenait. L'attaque avec le cordon épais parut de nulle part. C'était seulement l'incarnation physique de haine qui mijotait depuis des années. L'haine qui avait été nourrie par l'aveuglement de nos parents et alimentée par la conviction de Melissa qu'elle était intouchable. Quand je repense à mon enfance, les souvenirs qui auraient dû être chaleureux sont toujours bordés de froideur. Parce que dès le début, Melissa était l'enfant chéri. Tandis que j'étais la chose à laquelle on pensait après coup. Elle était le premier arrivé avec des fanfares. Et l'histoire de sa naissance était racontée chaque année avec des détails élogieux comme elle était belle vue comme elle était parfaite. Comment tes voisins venaient les voir comme une petite princesse. Quand je suis arrivé 4 ans plus tard, l'histoire était plus courte et plus calme. Presque comme si j'avais été un accident qu'une corvée que mes parents enduraient plutôt qu'une bénédiction qu'ils célébraient. Je grandis en observant les différences entre nous. Non seulement dans la façon dont il nous parlait, mais de chaque chose matérielle. Le placard de Melissa était plein de vêtements neufs, de robes froufrou pour les fêtes, des dernières baskets pour l'école, tandis que le mien était rempli de ses vêtements plus âgés qui portaient encore son parfum bleu. Faible odeur de dissolvant pour vernis ongles, quand elle a voulu des cours de danse classique et 600. Ma mère est inscrite au studio le plus cher de la ville, l'emmenant fièrement ses cours 3 fois par semaine à se vantant de ses progrès. Quand j'ai demandé du matériel d'afro que j'ai voulu participer à cours de lecture d'été, on m'a dit que l'argent était limite, que de telles choses étaient des luxes que nous ne pouvions pas nous permettre. La même histoire s'est répétée aux anniversaires. Melissa des fêtes somptueuses avec des ballots et décorations de 50 invités, de la musique et des gâteaux recouverts de glaçage. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai reçu une carte et un gâteau acheté au magasin avec mon nom mal orthographié. J'ai souri quand même parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Et ma mère et Dieu soient reconnaissants, Émilie. Tu veux toujours trop, même dans l'éducation, l'écart était évident. Melissa avait des difficultés à l'école. Mais chaque fois qu'elle rentrait à la maison avec de mauvaises notes, nos parents engageaient des tuteurs, s'asseyaient avec elle à table et l'encourageaient, promettant qu'elle était intelligente. Quand j'excellais restant éveillé tard, ils me poussent. Ils haussaient les épaules comme si l'excellence était naturelle pour moi et donc ne méritait pas d'être reconnu. Une fois j'ai gagné les premières places à l'exposition scientifique du comté, me tenu fièrement avec mon projet devant les juges et les camarades de classe. Mais mes parents ont même persisté. Ils étaient occupés de compétition du leading de Melissa. J'ai tenu le ruban seul. Les applaudissements résonnent au creux, l'absence des personnes que je voulais le plus voir. Le souvenir peut-être le plus douloureux du favoritisme remonte à mes 10 ans. J'avais développé une fièvre si élevée que mes têtes tournaient et que mon corps tremblait. J'ai supplié ma mère de m'emmener à l'hôpital et elle a dit « Melissa à son récital ce soir. Nous ne pouvons pas se manquer. Tu vas bien ?» Elle me donnait un verre de réglisse et une couverture autour de moi. Puis me laissait transpirer et frissonner pendant qu'elle et papa conduisaient Melissa. L'auditorium. Je me souviens être resté allongé et regarder le plafond, me demandant si je comptais même pour eux. Melissa comprenait le favoritisme aussi bien que moi, mais au lieu de montrer de la sympathie, elle le maniait comme une arme. Si elle cassait quelque chose,
Elle me pointait du doigt et disait que c'est moi qui l'ai fait, et mes pas peu croiraient. Si elle voulait un jouet pas livre, elle le prenait. Et quand je pleure et ma mère disait laisse-la l'avoir. Tu dois l'apprendre à partager, si elle échouait à test. Elle leur disait que je ne l'avais pas aidé, j'étais grondé pour avoir été égoïste. Je n'étais pas ce sœur dans ces moments-là. J'étais son bouc émissaire, elle s'en nourrissait. Le message était clair, elle avait droit, et je devais me sacrifier. L'injustice enfoncée profondément dans moi faisait partie de mes os. M'apprenant très tôt que l'amour dans les familles était conditionnel, réservé aux filles qui correspondaient à leur image de perfection. Au moment où j'ai atteint le collège, j'avais cessé d'attendre l'équité. Mais cela n'est pas empêché la douleur. J'ai cessé de demander de nouveaux vêtements. J'ai cessé de leur parler de réussite parce que je savais que la réponse serait le silence ou le rejet. Pourtant une petite partie de mon aspirait un sourire d'approbation et un mot de louange. Un signe quelconque que je n'étais pas visible. Cela n'est jamais venu. Au lieu de se Melissa est devenue plus audacieuse, affichant sa position de favorite. Elle me narguait avec de chuchotements disant des choses comme qu'ils m'aiment plus. Ils m'aimeront toujours, et quand je protestais, elle rit parce qu'elle savait que c'était vrai. Ces années m'ont façonné la personne que j'allais devenir, résiliente mais profondément marquée. Portant le poids de la négligence sur mes épaules, elles ont également planté la graine de la détermination, un refus obstiné d'être effacé. Si ma famille ne voulait plus m'apprécier, alors je créerais ma propre valeur ailleurs. Mais cette résolution n'est venue qu'après des années de larmes versées silencieusement dans le noir, après d'innombrables nuits, me demandais pourquoi je n'étais jamais assez. Après avoir réalisé que l'amour que je voulais donner n'allait pas venir, le favoritisme n'était pas seulement injuste, c'était les bases de tout ce qui allait suivre, le sol dans lequel les rancunes et rages ont grandi. La scène sur laquelle Melissa après qu'elle pouvait tout faire être toujours défendue. Au moment où je suis arrivé au lycée, j'ai réalisé qu'attendre l'équité de mes parents, c'était comme attendre les pluies dans le désert. Alors j'ai décidé d'arrêter d'attendre et de commencer à construire ma propre évasion. Pendant que Melissa traversait l'adolescence avec un flot incessant d'allocations, de compliments, de missions de sauvetage de ma mère pape, je me suis tourné vers l'intérieur, me concentrant sur ce que je pouvais contrôler, mes notes, mon éthique de travail et mon rêve de partir. J'acceptais tous les emplois partiels que j'ai pu trouver, faire les vaisselles au restaurant de week-end, faire du babysitting le soir, remplir le crayon de la pharmacie locale pendant l'été. Je rentrais à la maison épuisé de la graisse sur ma chemise et les pieds douloureux, mais chaque dollar glissé dans mes tirelires était une promesse silencieuse que je ne rapprochais peu plus de la liberté. Mes parents n'ont jamais remarqué ni demandé comment je me sortais. Ils étaient trop occupés à financer les caprices de Melissa et à payer pour de nouveaux vêtements, de nouveaux téléphones, tout autre drame qu'elle inventait pour attirer plus d'attention. Mais j'ai remarqué la façon dont je changeais, la façon dont les longues heures me rendaient plus forte, la façon dont le fait d'être ignoré me motive au lieu de me briser. L'école était mon autre champ de bataille, et j'excellais avec une détermination implacable. Pendant que Melissa réussissait à peine ses cours, je restais éveillé jusqu'à minuit pour terminer mes devoirs, finir mes manuels, me surpassant parce que je savais que l'éducation était mon billet de sortie. J'ai obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de Beclet, gagné une bourse pour une université d'État, et bientôt mes parents et même pu assister à des cérémonies. Je me suis tenu sur cette scène sachant que j'avais tracé mon propre chemin sans leurs applaudissements. De l'université, j'ai choisi les soins infirmiers non seulement parce que je voulais la stabilité, mais aussi parce que je voulais du sens. J'avais connu ce que c'était que d'être négligé, de voir mes douleurs ignorées. Et j'ai juré que si je pouvais soulager les souffrances des autres, alors mes propres souffrances n'auraient été vaines. Mes professeurs ont remarqué ma détermination. Je me suis porté volontaire pour des quarts de travail supplémentaires pendant des stages cliniques. J'ai posé des questions. J'ai étudié jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Mes camarades de classe allèvent des fêtes. J'ai travaillé des quarts de nuit comme soignante. Mon corps fonctionnait avec la caféine et l'obstination. Certaines nuits, je pleurais d'épuisement. Mais chaque fois que je pensais, je me lissais dormant confortablement dans sa vieille chambre pendant tout me pliait son linge, je le poussais plus fort. Je savais que je ne pouvais compter sur personne d'autre pour me sauver. Alors je suis devenu mon propre sauveur, même lorsque j'ai obtenu de petites victoires, comme être félicité pour mes soins pendant les stages cliniques ou recevoir des bourses supplémentaires que je ne les ai pas partagées à la maison. J'avais appris le dur que les nouvelles de mes réalisations étaient soit ignorées, soit pire encore, je déformais les comparaisons qui rendaient Melissa encore plus rancunière envers moi. Au lieu de se lever, j'ai porté ces victoires à l'intérieur, construisant une armure silencieuse d'estime de soi. Je rêvais du jour où je serais diplômé, où j'obtiendrais un emploi stable et où je déménagerais loin, peut-être à l'autre bout du pays, dans un endroit où leur voix ne pourrait plus m'atteindre. Chaque fois que je passais devant la bibliothèque médicale, inhale l'odeur des livres et de la détermination. Je me promettais que je ne serais plus jamais piégé par leur favoritisme, mais l'ambition a un coût. J'ai manqué les années insouciantes que les autres étudiants ont vues. J'ai sauté des vacances, refusé des invitations, travaillé tous les jours fériés. Mes mains sont devenues rugueuses, mon dos douloureuse, mon compte bancaire modeste mais croissant. Pourtant, sous l'épuisement se cachait la fierté. Je construisais quelque chose que personne ne pouvait m'enlever, tout du moins le pensais-je. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je travaillais dur pour créer un avenir,
La jalousie de Melissa fermente et l'indulgence aveugle de départ se durcissait. Ils ne pouvaient pas supporter de me voir réussir sans leur permission. Ne pouvaient pas accepter que je me forge une identité en dehors de leur contrôle. Mon indépendance était chose même pour laquelle je m'étais tant battu. Allait devenir l'étincelle de la violence qui a failli mettre fin à ma vie, dans la tristesse de ma vie familiale, où le favoritisme étouffait et où l'ombre de Melissa s'étendait surtout. Il y avait encore quelques lumières qui m'empêchaient de sombrer complètement. Des personnes dont le faute moi vous rappelait que je n'étais pas invisible pour tout le monde. Le premier était mon grand-père, Georges, le père de mon père, qui avait vécu seul aux quelques pâtés de maison jusqu'à son décès quand j'avais 16 ans. Contrairement au départ, il avait une façon de le voir et de vraiment le voir. Comme si mon silence n'était plus une faiblesse mais une profondeur. Comme si mon travail acharné n'était que seulement attendu et admirable. Il avait l'habitude de m'appeler sa petite survivante, disant que si les autres membres de la famille étaient bruyants et dramatiques, j'avais une force qui était constante, le genre de force qui dure. Le samedi, j'allais épier chez lui et il nous préparait du pain. Me laisse assise en silence jusqu'à ce que je sois prêt à parler. Il n'a jamais fait pression, ne m'a jamais comparé à Melissa. Au lieu de cela, il m'a posé des questions sur mes dessins, mes notes et mes rêves. Quand je lui ai dit à 14 ans que je voulais être infirmière, il hoche la tête avec une fierté discrète et petite, c'est logique. Il a toujours été celle qui remarque les douleurs, sa validation est devenue un ancrage. Et quand il est mort d'une crise cardiaque 2 ans plus tard, j'ai eu l'impression que le seul véritable défenseur que j'avais dans la famille était parti. Pourtant, le souvenir de ces paroles me portait pendant les nuits où je pensais que je ne pouvais pas continuer à avancer. La deuxième lumière est apparue à l'université que j'ai rencontré Daniel. Il était en 3e année, j'étudiais les sciences biomédicales. Grand gentil avec des yeux remplis d'une patience qui correspondait à mon propre épuisement. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque quand j'ai laissé tomber une pile de livres. Il restait à genoux qui pour m'aider à ramasser le vivre doucement au lieu de se moquer de moi. Les conversations s'étaient épanouies facilement pour quelques semaines. Il savait plus sur moi que la plupart de mes proches n'avaient jamais su. Daniel écoutait quand j'expliquais le déséquilibre à la maison. Quand j'ai raconté comme Melissa déformait chaque histoire et comme mes parents se rangeaient de son côté contre moi, il n'a pas rejeté seul ni essayé de minimiser cela. Au lieu de cela, il a déterminé c'est de la maltraitance. Tu le sais, n'est-ce pas, c'était les premières fois que quelqu'un utilisait ce mot. Et cela veut se compte, mais cela a aussi ouvert les yeux sur la vérité. Les maltraitances n'étaient pas seulement tes bleus, c'était la négligence. Le rejet, le refus de vous protéger. Avec Daniel, je n'avais pas à me battre pour être entendu. Il célébrait des victoires aussi petites soient-elles, m'apportant du café pendant les sessions d'études tardives, applaudissant quand j'ai obtenu un examen brutal, me tenant les mains quand l'épuisement me faisait pleurer. Contrairement à Melissa, il ne considérait pas la force comme une menace. Il les considérait comme quelque chose à admirer. Contrairement au départ, il n'était pas rancunier envers mon ambition. Il me encourageait. Il est devenu la famille que j'aurais souhaité avoir, fait preuve que l'amour pouvait être doux. Encourage inconditionnel. Il y avait aussi Madame Reine de Seul, une professeure du programme de soins infirmiers qui reconnut mon dévouement. Elle nous offert un travail d'assistante de recherche qui payait assez pour couvrir une partie de mon loyer, encadré pendant les semestres les plus difficiles. Elle me rappelait mon grand-père dans ses façons de remarquer les étudiants silencieux, dans ses façons de nous encourager à croire que la compassion était une force. Ces alliés étaient peut-être peu nombreux, mais ils ont façonné mes survies. Ils m'ont donné un aperçu de ce que pourraient ressembler des relations saines. Un contraste si net par rapport à l'étoile de fond de la famille toxique que je ne pouvais pas l'ignorer. Leur présence éclaire nous montrait que Melissa et mes parents n'étaient pas le monde entier. Qu'au dehors de leur emprise, il y avait un endroit où le respect et l'équité existaient. Ce sont ces voix, le souvenir de mon grand-père, le soutien de Daniel et le mentor et de Madame Reine de ce fait qui murmurait dans mon esprit les nuits. Melissa a essayé de m'étrangler, me rappelant que je valais la peine d'être sauve, pour rappelant que la vérité, une faute rêvée, me libérait enfin. Le tournant est venu tranquillement au début, comme ces choses le font souvent. Non pas avec la violence, mais avec une conversation autour de la table du dîner qui aurait dû être ordinaire. J'étais rentré à la maison pour le week-end, portant des manuels, mon corps fatigué après une semaine d'examen et de quart de travail. L'hôpital espérant peut-être quelques heures de paix. Melissa était déjà le taf, allait dans sa vieille chaise comme si elle vivait toujours dans la maison, faisant défiler son téléphone et soupirant dramatiquement toutes les quelques minutes. Maman a servi le dîner bavardant sur les rénovations qu'il voulait pour la cuisine, tandis que Papioche était toute la plupart du temps silencieux, les yeux fatigués du travail. Je m'étais sa peine assise que Melissa s'élance dans une plainte au sujet de son travail. Elle travaillait comme assistante dans une entreprise de marketing locale. Son premier vrai travail depuis l'obtention de son diplôme, comme on pouvait s'y attendre. Elle était déjà malheureuse. Elle s'est plainte que son patron était injuste, que ses collègues ne l'appréciaient pas, qu'elle méritait un meilleur salaire et plus de respect. J'écoutais le silence poussant des nourritures de mon assiette, jusqu'à ce qu'elle lâche la phrase qui glaçait mon sang. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause, peut-être même de vacances de luxe comme ses amis qui partaient croisière dans les Caraïbes. Elle penchait la tête et lui regardait avec ce sourire qu'elle utilisait quand elle était sur le
Point d'exiger quelque chose. Plus je détenais, je ne peux tout simplement plus le permettre avec mon salaire. La vie est tellement injuste, Émilie. Tu as tellement de chance d'avoir des économies grâce à tous tes emplois. La fourchette 7. Figé Robert. Je savais exactement où cela allait mener. Les yeux de maman se sont illuminés comme si elle avait déjà répété le scénario. Et elle s'est tournée vers moi et disant « Émilie, peut-être que tu pourrais aider ta sœur. Tu as toujours été responsable avec l'argent qu'elle t'était soumise à tellement de stress. Cela signifierait tellement pour elle, le mâchoire s'essaie. Cet argent n'était pas pour des croisières. C'était pour les frais de scolarité, pour les livres. Pour la vie que j'avais construite à la sueur de mon front et à l'épuisement. Je dis doucement mais fermement « Non. J'ai besoin de cet argent pour l'école. » Le visage de Mélisse s'était assombri. Ses lèvres se retroussent en un rictus. Tu es tellement égoïste, a-t-elle craché. Tu laisserais ta propre sœur souffrir juste pour pouvoir amasser de l'argent pour toi, ma passette. Racler ta gorge murmure que la famille devrait se soutenir mais se voit manquer de conviction. Et j'ai réalisé qu'il en avait déjà discuté sur moi. Il s'attendait à ce que je sais que je veux rendre comme toujours. Que je sacrifie mes propres besoins pour le confort de Mélisse. Mais je ne l'ai pas fait. Pour les premières fois, je ne suis pas responsable de tes chocs, Mélisse. Si tu veux des vacances, travaille pour cela. Le silence qui est suivi était épais, le regard de ta mère assez vif pour couper. La déception de mon père rayonnant comme de la chaleur. Les yeux de Mélisse brillaient de fureur, une tempête que je connaissais trop bien. Et elle s'est penchée sur les tables sifflant. Tu vas le regretter, j'ai repoussé ma chaise. Mes mains tremblant, et j'ai quitté les tables sans dire un mot de plus. Cette nuit, alors que j'étais allongé dans le petit lit de ma chambre d'enfant. Fixant le plafond, j'ai rejoué les scènes encore et encore, venant de cerveau. Le regard sur le visage de mes parents poète leur désapprobation. Quelque chose à l'intérieur de moi a changé. J'avais toujours su que je n'étais pas favorisé, toujours su que j'étais consommable à leurs yeux. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais tracé une ligne et dans leur montre, tes lignes n'étaient plus autorisées. Le lendemain, quand j'ai fait mes valises pour retourner sur le campus. Mélisse s'est tenue dans l'embrasure de la porte de chambre avec les bras croisés. Son expression froide. « Tu penses que tu es plus forte maintenant ?» a-t-elle dit doucement. « Tu penses que tu peux te tenir contre moi, mais tu verras, Émilie. Tu verras ce qui arrive quand tu ne me donnes pas ce que je veux. » Ces mots se sont abattus sur moi. Comme une malédiction. J'ai essayé de les écarter, me disant que ce n'était que des menaces solaires. Mais au fond de moi, j'ai ressenti le tremblement de quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui ne s'arrêterait pas au mot. Je ne savais pas alors que ce rancune allait bientôt se transformer en violence. Que mon refus de financer ce luxe allait devenir l'étincelle qui allumerait cette tentative de détruire. La nuit où se laissait produire commençait comme n'importe quelle autre calme en apparente. Mais vibrant de la tension qui s'était accumulée depuis ce dîner. J'étais de retour à la maison pour une courte visite parce que les stages cliniques ne commençaient que la semaine suivante. J'avais bêtement espéré que peut-être quelques jours dans un environnement familier ne se terminerait pas dans le chaos. Mais Mélisse n'avait pas oublié mon refus. Elle n'avait pas pardonné ce qu'elle considérait comme ma trahison et dans son esprit. J'avais volé quelque chose qui lui revenait de droit. Il était tard. La maison était calme à l'exception du tic-tac de l'horloge du couloir. Et j'étais dans deux chambres à revoir des notes que les portes s'ouvertes avec tellement de force que le cadre a tremblé. Mélisse est entrée trempe de visage rouge de fureur, les cheveux ébouriffés. Leur respiration lourde comme si elle s'était mise dans un état second avant même d'entrer. Je me suis levé de surprise et serré mon cahier contre ma poitrine. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle n'a pas répondu avec des mots. Au début, elle a répondu avec des actes. Arrache un cordon de lampe sur la commode, s'avança avec un regard qui me figeait sur place. Sa voix craquait de rage alors qu'elle criait. Tu penses que tu peux m'humilier? Tu penses que tu peux me dire non, tête valet? Pile dans cette maison. Avant que je puisse réagir, elle s'est jetée sur moi. Enroulant le cordon autour de mes gorges avec une précision terrifiante. Le tire fort jusqu'à ce que mon souffle disparaisse en un instant. J'ai griffé le cordon, mes ongles raflons de propre peau dans le désespoir. Mes poumons criant pour de l'air et elle ne fait que tirer plus fort. Son visage est quelques centimètres du mien, tordu en quelque chose de presque inhumain. Tu as tout caché, t'a-t-elle sifflé. Tu as toujours voulu être le préféré. Mais tu ne seras jamais meilleur que moi. Les mots se sont estompés de les battements de mon cœur dans mes oreilles. Dans le feu qui se propageait dans mes poitrines. Mes jambes haussées de mon corps s'étaient agitées, les pieds s'est basculés. Et j'ai pensé avec une clarté soudaine que c'était ainsi que j'allais mourir. Non pas par accident maladie, mais par les mains de mes propres sœurs. Mes yeux se sont remplis de larmes à cause de la pression. Des points de lumière ont explosé de la vision et j'ai prié silencieusement pour la force. Pour une chance de riposter. Rassemblant le peu d'énergie qu'il me reste, j'ai fait un mouvement brusque vers l'arrière. Nous projetons toutes les deux contre le mur. L'impact suffisamment desserre son emprise pour que je puisse aspirer un lambeau d'air. Une respiration saccadée qui m'est brûlée la gorge avec des mains tremblantes. J'ai repoussé ses bras, mais Mélisse était implacable. Elle me donna un coup de genou dans les côtes. Provoque un craquement sec qui j'envoyais d'une douleur fulgurante dans mon flanc. J'ai failli m'effondrer de mon corps mais je savais que si je tombais, ce serait fini. J'ai titubé vers le bureau désespéré de trouver quelque chose pour me défendre.
Mes doigts se referment sur le bord d'une lampe. J'ai balancé sauvagement le fracas du verre brise remplissant les pièces. Melisse tressaille mais ne peut arrêter ces mecs qui se sont de nouveau jetés sur le cordon. Neveu n'était plus qu'un ralrouk. Mes supplications pour qu'elle s'arrête perdues dans l'air entre nous. Le bruit est finalement attiré l'attention. Des peurs résonnent dans le couloir et des voix se sont élevées de signe d'alarme. Et les portes s'est ouverte brutalement juste au moment où Melisse a lâché le cordon R7. Effondré les genoux, sanglotant de façon théâtrale. Elle vient appuyer sur son bras et se frappe légèrement pour faire apparaître des marques rouges. Puis gémit, c'est elle qui m'y attaque le premier. J'ai dû me défendre, nos parcs se sont précipités, leurs yeux passant de l'une à l'autre. Et je suis resté avec le bout de souffle serrant des gorges meurtres, tandis que Melisse pleurait comme la parfaite actrice qu'elle avait toujours été. Ma mère s'était immédiatement agenouillée à ses côtés, lui caresse les cheveux, murmurant. Mon pauvre bébé, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mon père me regarde avec colère. Son silence étant plus accablant que jamais. Le cordon était enroulé sur le sol comme un serpent. Témoignage silencieux de ce qui venait de se passer et qu'aucun d'eux ne le regardait. Ils ne regardaient qu'être leur enfant cher et leur jugement était rapide. Émile va claquer mes mères comme as-tu pu faire seul? J'ai essayé de parler d'expliquer. Mais le vote était brisé, chaque mot arrête et rien de ce que je disais de leur semblait réel. Melisse pleurait plus fort, le pointant du doute, insistant sur le fait que j'avais craqué. Que j'étais jaloux, que je voulais lui faire du mal. Ma mère les serrait dans ses bras. Mon père marmonne quelque chose à propos de la déception. Et j'ai réalisé avec une clarté nauséabonde que même face à l'épreuve de l'épaule meurtrie, il choisirait toujours son camp. La trahison était plus profonde que le cordon. J'ai trébuché en arrière, fait tour de tes coutures avec chaque respiration de ma gorge vif. Des larmes ont bruit, mais il s'est refusé de pleurer devant eux. Plus alors que cela ne ferait que me rendre plus faible, je me suis retourné agrippant le mur pour garder l'équilibre et je suis sorti de l'épieu. Les laissant derrière avec leurs mensonges, leur aveuglement volontaire. Mais à l'intérieur de moi tout quelque chose avait changé. Pendant des années j'avais accepté le favoritisme enduré et négligence. Mais maintenant que j'ai compris que cela ne changerait jamais. Melisse avait essayé de me tuer qu'ils avaient choisi de les protéger. Pourtant ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que des blessures qu'elle avait laissées derrière elle deviendraient l'épreuve qui me pourrait planter, une preuve gravée dans les os et les peaux qui serait un jour présente au monde entier. Cette nuit, alors que j'étais allongé sur le sol des urgences quelques heures plus tard, les rayons X capturent les dommages en noir et blanc. Je me suis juré que cela ne se terminerait que comme toujours. Cette faute, les vérités ne seraient pas cachées. Cette faute, la cruauté de leur enfant chéri serait exposée de cette faute. Ils en subiraient tous les conséquences. Le chambre d'hôpital était froide et stérile et sentait légèrement l'antiseptique. Pour moi, elle ressemblait à un sanctuaire qu'avait pour les premières fois depuis des jours. J'étais loin de Melisse et de mes parents. J'étais allongé, avec des moniteurs qui bipaient régulièrement et un masque oxygène pressé contre mon visage. Meurtré, et chaque inspiration raclait contre les côtes brisées comme des éclats de verre à l'intérieur de poitrine. Les infirmières se déplaçaient doucement autour de moi par leur voix basse. Et quand l'une d'elles remontait des couvertures pour me couvrir, ses yeux se sont attardés sur les profondes échymoses qui entouraient mes gorges. Elle s'était arrêtée puis jetait un coup d'œil au médecin très tôt qui venait d'entrer. C'était un homme calme avec des yeux perçants qui semblait lire plus que ce qui était écrit sur le dossier. Émile, dit-il doucement. Voulez-vous nous dire ce qui s'est vraiment passé? Mes bouches est devenue sèche. Toute ma vie, tout m'avait appris, je t'ai parlé de ne pas trahir nos familles. Je ne peux exposer ce qui se passait à huis clos. Les voix devaient pas résonner de ma tête. As-tu surréagi? Tu exagères. Tu vas tout cacher si tu parles? J'ai secoué la tête faiblement. Mais le médecin n'était pas si autre chose comme les autres l'avaient toujours fait. Au lieu de cela, il s'est penché plus près et dit que j'ai déjà vu des blessures comme ça. Ce n'était qu'un accident. Si vous ne voulez pas parler maintenant, ce n'est pas grave. Mais sachez ceci, j'ai le devoir de signaler ce que je vois. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Quelqu'un enfin appelait les choses par leur notable tentative de meurtre. Il ne me rejetait pas. Il ne me blâmait plus pour les premières fois depuis des années. J'ai senti une lueur de validation. Le coup de théâtre n'était pas seulement qu'il me croyait, c'était que je dois l'obliger d'agir. Que ma famille l'aime ou non. Lorsque le policier est arrivé plus tard dans les soirées, un bloc-notes et la main. Mes parents étaient dans le couloir en train de se disputer bruyamment avec l'infirmière au sujet de sorties anticipées. Melisse avait déjà mis en scène son drame. Raconte à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que j'étais devenu faute. Qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se défendre. Je pouvais entendre se voir à travers les fines parois tremblant de fausses larmes. Mais le policier ignorait le bruit. Il est entré dans la chambre de son uniforme rigide, son regard fixe. Il me demandait clairement: vous sentez-vous en sécurité chez vous? Mes gorges me faisaient mal quand j'ai essayé de parler. Alors j'ai hoché la tête une fois. Puis j'ai secoué la tête violemment et des larmes coulent sur mon visage. Cette contradiction a suffi. Il l'a vu. Il l'a noté. Le médecin a fourni les radiographies et photographies de mes blessures. L'infirmière a confirmé que les schémas d'échymose étaient compatibles avec la strangulation. Les supplications de mes parents dans le couloir sont devenues plus fortes et désespérées.
Mais le coup de théâtre s'était déjà produit. La vérité n'était plus ce moyen de l'enterrer ni de les réduire au silence. Le moment qu'ils ont réalisé qu'ils perdaient le contrôle était presque surréaliste. Ma mère a fait irruption dans les pieds, les yeux écarquillés, criait réellement. Elle essaie de détruire cette famille, mais le policier s'est calmement interposé entre nous. Dites, madame, vous deviez attendre dehors. Il s'agit d'une enquête au cours. Le visage de mon père s'était assombri de fureur. Mais même lui ne pouvait intimider l'uniforme d'un signe qui se tenait devant moi. Melissa a tenté un dernier acte, serrant sa poitrine de façon théâtrale et murmure « Je ne voulais pas lui faire de mal. » Les mots sont tombés peu parce que l'épreuve parlait plus fort que ses larmes. Le coup de théâtre n'était pas seulement qu'ils ne pouvaient plus me manipuler, c'était que la violence de leur enfant chéri avait laissé des preuves physiques qu'ils ne pouvaient pas effacer. Les radiographies montraient des fractures, les photographies montraient des marques de ligature. Et le vautreau est brisé enregistré sur les caméras corporelles du policier portait le poids d'un net silencieux qui se brisait enfin. Pour une fois, le scénario s'était inversé. Je n'étais plus l'accusé. J'étais la victime. Melissa était l'agresseur. Mes parents pouvaient créer et manipuler tout ce qu'ils voulaient. Mais la loi avait été mise en marche et au fond de moi, j'ai ressenti une sombre satisfaction. Ils m'avaient toujours sous-estimé, avaient toujours cru pouvoir me réduire à la soumission. Mais cette fois, c'était leur monde qui s'effondrait pas le mien. Cette nuit, il allongé dans le lit d'hôpital avec mes poitrines bandées, de voix pénaudible. Je ne suis murmuré ma veuve, ce n'était que le début. Les vérités étaient maintenant révélées. J'allais m'assurer qu'elles se répandent si loin qu'ils ne pourraient plus jamais l'enterrer. La lumière du soleil matinal filtrait faiblement à travers les stores de des chambres d'hôpital. Et chaque heure qui passait, je sentais les tensions dans l'air se resserrer. Les infirmières chuchotaient près de la porte. Des policiers allaient et venaient avec des blocs-notes et des expressions fermes. Et les parents faisaient le sample dans le couloir comme des animaux en cage, se disputant avec quiconque osait se mettre à travers de leur chemin. Je savais ce qu'ils essayaient de faire. Ils voulaient me ramener que silente. Me dépeindre une fois de plus comme les filles instables qui inventaient des histoires pour attirer l'attention. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Le médecin avait signalé mes blessures. Le policier avait recueilli mes dépositions. Et maintenant, des vérités avançaient comme un train inarrêtable. Pourtant, l'idée d'être exposé, que le monde entier sache, me terrifiait. Pendant des années, j'avais caché chaque échymose de chaque insulte. Chaque os brisé derrière un masque calme. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Plus tard dans l'après-midi, une assistante sociale est entrée dans ma chambre en portant un dossier épais de papier. Elle s'est présentée doucement et demandé si je voulais porter plainte. Si j'avais un endroit sûr reste si j'étais prête pour les tempêtes qui allaient suivre. Mes mains tremblaient signant les formulaires. Mes côtes me faisant souffrir à chaque respiration. Mais à l'intérieur, je sentais un feu grandissant. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de s'assurer que Melissa et mes parents ne puissent plus déformer le récit. Ils avaient prospéré grâce au secret, mais maintenant leurs ténèbres seraient traînées à la lumière. L'exposition a véritablement commencé lorsque la police escortait Melissa à détention. Elle a crié tout le temps insistant sur le fait que je l'avais attaquée en premier. Qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle ne faisait que se défendre. Mes parents traînaient derrière exigeant sa libération, mais les policiers les ont ignorés. Les vues de Melissa me notent son visage déformé par le rage et les peurs me traversaient comme un choc. C'était une image de responsabilité que je n'aurais jamais pensé vivre. Et pourtant ce n'était pas suffisant. Les dommages qu'ils m'avaient causés au fil des ans n'étaient pas seulement physiques. Ils étaient émotionnels, psychologiques et financiers. Ils m'avaient privé de confiance, de sécurité et d'opportunité. Si cette exposition devait avoir de l'importance, elle devait être complète. Lorsque l'affaire a fait les gros titres des informations locales, mon cœur battait les chamacs lorsque je vois du présentateur et lui dit une jeune femme hospitalisée après une agression familiale brutale. Sa sœur arrête, ils n'ont plus utilisé notre nom de famille au début. Mais il ne peut fallu longtemps voisin connaissant pour faire le rapprochement. Les appels téléphoniques ont inondé la maison de mes parents. Des journalistes attendaient dehors avec des microphones. Et l'illusion de notre famille parfaite s'est brisée. Mes parents ont essayé de manipuler l'histoire, racontant aux proches que j'exagérais. Que Melissa était injustement visuelle, que j'avais toujours été difficile. Mais cette fois, les gens n'y croyaient pas. Mais tant de l'autre était appelé directement à l'hôpital. Sa voix tremblante lorsqu'elle dit Émile. J'ai toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. Je suis tellement désolé que nous ne l'ayons pas vu plus tôt. Les validations ont brûlé comme des larmes derrière mes yeux. L'exposition est allée plus loin lorsque la police a obtenu des images de surveillance de la nuit. De l'agression, la caméra de sécurité d'un voisin avait capté une partie de l'incident. Melissa contre trombe. Dans les cours avec le cordon, mon père se tenait à côté. Le rire froid de mes mères pendant que je criais. L'audio n'était pas parfait. Mais les mots étaient assez clairs. Voilà ce que tu gagnes de répondre lorsque le procureur me montrer des images et j'ai failli m'effondrer, non pas de peu, mais de soulagement, une preuve dure, indéniable. Les visages de mes parents lorsqu'ils ont été confrontés à la vidéo étaient inoubliables. Le bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait comme un poisson haletant. Les poings de mon père se sont serrés jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. Et les bravades de Melissa s'est brisées instantanément. Aucune quantité de larmes ou d'excuses ne pouvait effacer le fait que le monde pouvait maintenant
Voir la vérité. Le procureur sourit sinistrement et décèle fort et bonne impression devant Roger, pour une fois que la justice ne semblait possible. L'exposition n'était pas seulement dans les salles d'audience ou les télévisions. Elle s'était infiltrée dans tous les coins de ma vie. D'anciens camarades de classe me contactent. Avant qu'ils avaient remarqué des échymoses ou un comportement étrange de Vépar dans le passé. Mais n'avaient jamais osé poser de questions. D'anciens professeurs ont envoyé des messages de soutien. Même des inconnus lignes ont laissé des commentaires sous l'article de presse. Enfin des mots de force. Mes parents m'avaient toujours prévenu que si je parlais, je serais seul abandonné. Mais c'est le contraire qui se produisait. Plus la vérité se répandait, plus je gagnais d'alliés. Une nuit seule dans le lit d'hôpital, j'ai fait défiler le flot de messages sur mon téléphone. Certains venaient d'âmes, d'autres de parfaits inconnus, tous me disant que j'étais courageuse. Que je n'étais pas sûr que j'avais un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Des larmes ont coulé silencieusement sur mon visage lorsque j'ai réalisé que l'exposition signifiait pas seulement révéler leur cruauté. Cela signifiait aussi être enfin vu pour ce que j'étais vraiment qu'une survivante. Pourtant, même si le soutien grandissait et les menaces de mes familles augmentent également, mon père m'a laissé des messages vocaux. Grogneur, tu crois que cela veut bien se terminer pour toi? Tu nous détruis. Ma mère m'a envoyé des SMS dégoulinants de venin, tu vas le regretter. Me laisse pourrir à prison. Il ne te resterait plus de famille, il croyait encore que les peurs pouvaient me faire reculer. Mais leurs mots n'ont fait que renforcer ma détermination. Je n'avais pas l'intention de revenir en arrière. L'exposition ne portait pas seulement sur la punition, elle portait sur la reconquête du pouvoir. Chaque article écrit, chaque seconde d'information diffuse. Chaque conversation chuchotée dans le quartier s'enlevait une autre couche de mensonges qu'ils avaient construit autour de nous. Ils ne pouvaient plus prétendre que nous étions une famille heureuse. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière des sourires à l'église ou des saluts polis d'épicerie. Le masque était tombé, c'est le monde et voyait pour ce qu'il était vraiment. Et alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, les côtes douloureuses mais l'esprit ferme, j'ai réalisé que l'exposition n'était que le début. Bientôt il y aurait un procès. Il y aurait des témoignages. Il y aurait des conséquences de cette faute. Je ne reculerai pas ni ne me cacherai. Je me tiendrai dans la lumière. Et je m'assurais que leurs ténèbres ne puissent plus jamais m'engloutir. Je me souviens du jour de l'audience au tribunal, où tout ce qui avait été caché dans l'ombre soudaine avait été traîné à la lumière. Les salles d'audience étaient froides, presque stériles. Les murs bourdonneraient à cause d'un climatiseur marche. Mais la tension dans l'air les rendait étouffantes. J'étais assise au premier pas avec mon avocat, serrant le dossier qui contenait les images radiographiques. Une poitrine sous serrante le faux de peur et d'anticipation. Mes sœurs étaient assises en face de moi, les cheveux soigneusement attachés, le visage peint avec les mêmes douceurs artificielles qu'elle arborait toujours lorsqu'elle voulait convaincre les gens qu'elle était innocente. Elle me jetait un bref coup d'œil, ses lèvres se courbent en un sourire suffisant. Comme si elle avait déjà gagné. Elle pensait manipuler le tribunal comme elle avait manipulé notre famille pendant des années. Sa confiance rayonnait comme un poison. Mes parents étaient assis derrière et leur présence paie $1,100,000. Ils refusaient de lui regarder. Le regard fixé sur elle comme si elle était le seul enfant qui méritait leur attention. J'ai ressenti les piqûres familières de la bande mais cette fois-ci. Elle était mêlée à quelque chose de nouveau du pouvoir car j'avais des preuves. J'avais des preuves de ce qu'elle avait fait. Aucune quantité de favoritisme ou de mensonge ne pouvait effacer la réalité inscrite en noir blanc sur ce film. Lorsque mon avocat s'est levé et commençait à présenter l'affaire, les pièces semblaient se transformer. Les yeux du juge étaient calmes mais perçaient chaque mot enregistré, chaque geste noté. Au début, le récit ressemblait à l'un des nombreux conflits familiaux. Le genre que les tribunaux avaient entendu d'innombrables fois. Mais ensuite, mon avocat prit le dossier de ses mains étaient stables. Il étale les radios sur le grand tableau d'affichage, une par une. Les images ont brillé sous les lumières de les salles d'audience, les sparks de fractures sur mes côtes, les preuves de la force, les dommages indéniables causés non pas par accident, mais par violence. Le silence était assourdissant. Le sourire suffisant de mes sœurs vacille. Elle se penche en avant. Ses yeux se plissant comme si elle essayait de trouver un défaut dans les preuves. Un fil est dénoué, mais il n'y en avait pas. C'était irréfutable et indéniable. Le juge s'est légèrement penché en avant et étudié les images puis le regardait directement. C'est à ce moment-là que son assurance s'est brisée, ses mains commençaient à trembler sur la table. Elle chuchotait quelque chose et son avocate se voit se briser. Et ses épaules se sont voûtées comme si le poids de ses mensonges était finalement devenu trop lourd et porté. Son visage rouge lève pour les premières fois depuis des années. J'ai vu une véritable peur dans ses yeux. Mes parents se sont agités mal à l'aise. Leurs expressions trahissent un mélange de confusion et d'incrédulité. Ma mère légèrement secouait la tête comme si elle voulait faire disparaître les images. Comme si elle refusait d'accepter que son enfant chéri soit coupable. Les mâchoires de mon père s'écrispent, ses yeux passent des rayons X et passent depuis le mot. Puis de nouveaux rayons X et il n'a rien dit. Il ne pouvait pas défendre ce qui était juste devant lui. Les salles d'audience s'étaient transformées en une scène. Chaque spectateur pouvait voir la vérité peinte sur ces images lumineuses. Les chuchotements commençaient à se propager dans des foules de soupirs silencieux et des murmures. Le son semblait écraser davantage ma sœur jusqu'à ce que des larmes commencent à couler sur ses joues. Elle essayait de les essuyer rapidement,
comme si elle s'accrochait à un dernier fragment de dignité, et plus elle se battait, plus elle se brisait. Finalement, elle sanglote ouvertement, ses épaules tremblantes, son visage rouge de honte. Ce n'était pas la manipulatrice triomphante qu'elle avait toujours été, c'était une femme exposée. Ce cruauté mise à nu aux yeux de tous. Pour moi, ce moment était surréaliste. J'avais rêvé de justice, de vérité enfin reconnue. Mais la réalité de les voir s'effondrer sous le poids des preuves était plus lourde que je ne l'avais prévu. Ce n'était pas seulement de la satisfaction que je ressentais, c'était aussi du chagrin. Du chagrin pour les années que j'avais perdues, les blessures que j'avais endurées, la famille qui m'avait abandonné. Pourtant, même il y avait du soulagement. Une libération de chaîne dont je n'avais même pas réalisé qu'elle était si serrée. Le juge ordonnait une suspension d'audience, le coup de marteau frappe fermement. Résonnant dans les salles d'audience silencieuses. Mes sœurs pleuraient d'aussi mal, son avocat se démenant pour la consoler. Tandis que mes parents restaient figés de refusant de croiser mon regard. Pour les premières fois, le pouvoir avait changé de camp. La vérité n'était plus et moins de les supplier de les voir, il était indéniable. Écrite dans les fissures de mes os dans cette salle d'audience. Ce n'était plus moi qui étais exposé, mais elle. Ce changement marquait le début de sa chute. Et je savais que ce n'était que le début des conséquences auxquelles elle devrait faire face. Les jours qui ont suivi l'audience ont été comme une marche dans une brume de soulagement. D'épuisement, je me réveillais chaque matin m'attendant encore d'entendre les pas de mes sœurs devant mes portes. Sa voix dégoulinante venant alors qu'elle exigeait l'obéissance, mais au lieu de celle qu'il y avait le silence. Une sorte de paix inconnue qui semblait fragile mais réelle. Le tribunal avait agi rapidement après la présentation des radios. Et la décision était claire, elle était coupable d'agression. Le poids de ce mot flottait dans l'air lorsque le juge le prononçait. Résonnant d'une manière qui semblait se répercuter sur le fondement même de ma vie. Pendant des années, sa violence avait été balayée d'un revers de main. 10 minutes excusée par mes parents, mais maintenant elle était inscrite l'officier indéniable. Elle était condamnée à des travaux d'intérêt général. Elle payait une indemnisation pour les frais médicaux et suivre une thérapie obligatoire de gestion. De la colère. Certains diront que les punitions étaient légères par rapport à ce que j'avais enduré, mais pour moi, elle était monumentale. Pour une faute, elle devait faire face aux conséquences réelles. Et ses actions n'étaient plus cachées sous le bouclier du favoritisme. Elle regardait être conduite hors de des salles d'audience, les yeux rouges d'avoir pleuré. Sa posture affaissée par la défaite. J'ai réalisé que les responsabilités l'avaient finalement rattrapée. Mes parents cependant ont réagi différemment. Ils ont encore essayé de les protéger même après tout. Ma mère me chuchote avec colère de le couloir, m'accusant de détruire la réputation de la famille. Tandis que mon père me regardait avec une froide déception, comme si je les avais trahis en osant dire les vérités. Cela fait maintenant cela ne me contrôlait plus comme avant. Leur loyauté envers elle n'a préfacé la validation que j'avais reçue du tribunal. Pour les premières fois, je n'étais pas le faux menteuse ou la faiseuse de troubles. J'étais la victime qui s'était défendue, qui avait été entendue. Cette validation est devenue un bouclier que j'ai porté fièrement alors que je commençais à reconstruire ma vie. Des voisins qui avaient autrefois ignoré les tensions dans notre maison commençaient à m'approcher. Avec sympathie, m'offrent leur soutien de manière petite mais significative. Un professeur du lycée même envoyé un message disant qu'il avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas et qu'il n'avait jamais vu les preuves. Leurs mots ne pouvaient pas effacer de douleur. Mais ils ont tissé un sentiment d'appartenance que leur propre famille m'avait refusé. Mais cette revanche de sombrer davantage. Les missions de service communautaire l'ont embarrassée, détruisant l'image soigneusement conçue qu'elle avait cultivée pendant des années. Les gens chuchotaient quand elle passait et certains l'évitaient complètement. Elle détestait être apitoyée, mais elle détestait encore plus être jugée. C'était ses plus grandes punitions que seulement la sentence légale. Mais les pertes du contrôle qu'elle avait toujours exercé sur les autres. Les conséquences la suivaient comme une ombre qu'elle ne pouvait pas chasser. Au travail, elle était rétrogradée après que son employeur a pris sa condamnation. Des amis prirent leur distance. Même des parents éloignés qu'il avait autrefois choyés commençaient à se retirer. Ne voulant pas être associé à les disgrâces qu'elle s'était infligées, je devais pas prétendre que je n'ai ressenti un sentiment de satisfaction regardant tout cela se déroulait. Après des années passées à être réduite au silence, à être manipulée, maltraitée. Le fait de les voir enfin dépouillés de son pouvoir était cathartique. Mais c'était plus que de la vengeance, c'était un tournant. Sa chute a marqué la fin du cycle qui m'avait piégé pendant si longtemps. Je n'étais plus dépendante de leur approbation. Et je n'avais pas besoin de leur acceptation pour aller de l'avant. Ce qui comptait, c'est que je m'étais levé, que j'avais dit les vérités, que j'avais refusé d'être effacé. Les justices avaient été rendues parfaitement, complètement. Mais suffisamment pour me créer un espace pour respirer, pour guérir et pour commencer à reprendre le contrôle de ma propre vie. Alors que je sortais du palais de justice ce dernier jour, le soleil de fin d'après-midi frappait mon visage aveuglant. J'ai fermé les yeux et les laissé pénétrer dans mes peaux. Un rappel que j'avais survécu à quelque chose qui était censé me détruire. Mes côtes me faisaient encore mal, des cicatrices restauraient. Mais le poids du silence avait disparu et pour les premières fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas cru possible, de l'espoir. Les justices s'étaient exprimées, elles s'étaient exprimées de faveur. Le matin après que tout était finalisé au tribunal,
Je me suis réveillé dans une maison silencieuse. Pendant des années, ce silence m'aurait terrifié. M'aurait rendu tendu alerte face à la tempête qui pourrait s'abattre à tout moment. Mais maintenant, c'était différent. Ce n'était pas le silence de l'époque, mais de la liberté. Les échos de rire de la soeur, de rage de mon père, du mot blessant de ma mère m'avaient hanté dans tous les coins de cette maison, mais maintenant leur pouvoir s'était fissuré. Ils ne pouvaient plus dicter qui j'étais ni ce que je valais. Je me suis tenu devant le miroir ce matin. Porte encore les échymoses et les cicatrices de mois de bataille. Plan physique émotionnel, pendant un moment. Je regardais mon reflet et j'ai à peine reconnu le fait qui me regardait trop. Ce n'étaient plus les jeunes filles brisées à peur qui s'excusaient d'oser respirer trop fort. C'était quelqu'un de plus forgé dans les douleurs, mais qui n'était plus défini par elle. Pendant des années, on m'avait dit que j'étais moins méritante, moins précieuse. Moins aimée. Mes sœurs s'étaient moquées de moi, mes parents m'avaient dédaigné. Et le poids de leur jugement m'avait écrasé. Mais touchant une légère craie d'écho de voix de guérison sous ma chemise. J'ai réalisé quelque chose de monumental, je leur avais survécu. J'avais survécu aux personnes qui étaient censées me protéger. Mais qui ont choisi de me briser les plages et survivre signifiait que je pouvais reconstruire. Lentement, je commençais à me tailler une vie. Je l'emménage dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Un appartement qui sentait légèrement la peinture fraîche et la possibilité. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était moins. Personne ne pouvait entrer sans y être invité. Personne ne pouvait lancer des insultes à travers le table manchée. Et personne ne pouvait me briser les œufs juste pour me voir m'effondrer. C'était un espace où je pouvais enfin respirer. Les premières choses que j'ai achetées, c'était une plante. Cela semble peut-être même idiot, mais pour moi que cela symbolisait la croissance. Chaque matin, je l'arrose et regarde s'étirer vers la lumière du soleil. Fragile mais persistante. Cela me rappelait que la guérison prend du temps, mais que c'est possible. Je me suis également inscrite à des cours du soir, quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Mais que je n'avais jamais eu le courage de faire. L'éducation avait été moquée dans ma maison. Mes réalisations étaient considérées comme sans valeur par rapport aux caprices de mes sœurs. Mais maintenant je poursuivais les connaissances pour moi-même. Peu pour leur approbation. Chaque devoir que je rendais ressemblait d'une victoire. Chaque note une brique dans les fondations de l'avenir que je construisais. Ce n'était pas facile. Le traumatisme n'a pas disparu du jour au lendemain. Il y a de nuit où je me suis réveillé trempé de sueur. De rêves détracus me frappaient me ramenant dans le passé. Il y a eu des jours où j'ai senti l'attrait du doute de ce murmurant que peut-être mes parents avaient raison, peut-être que c'était moi le problème. Mais chaque fois que je me suis défendu, chaque fois que je me suis rappelé les vérités. Le tribunal avait reconnu la vérité, ton corps portait des preuves, je n'étais pas faible. Je ne valais rien. J'étais une survivante qui avait choisi de se tenir debout. La chute de mes sœurs s'est poursuivie en arrière-plan. La nouvelle de ces condamnations s'est répandue, puis bien que je n'ai pas cherché de nouvelles. Elles me sont parvenues de toute façon. Des amis d'amis mentionnaient à quel point elle était devenue isolée. Comme son amertume n'avait fait que croître maintenant que les chants ne répondaient plus. Aveuglément à ses besoins, mes parents se sont accrochés à être refusant d'accepter la réalité. Mais je n'ai plus recherché leur approbation. C'était leur chose, c'était mon fardeau. J'avais mon propre chemin maintenant. Et bien qu'il soit plus solitaire que je ne l'aurais souhaité, parfois il était réel. J'étais libre. Des mois plus tard, j'ai assisté à un événement communautaire où l'organisateur m'a demandé de partager mon histoire. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris le microphone de la foule de visages foudroyants. Mais une fois que je commencerai par les mots jaillit comme s'ils attendaient depuis des années d'être entendus. J'ai parlé des abus du silence. De la peur qui prospère lorsque les victimes reçoivent l'ordre de se taire pour le bien de l'image. De la famille. Et puis j'ai parlé de courage du moment où j'ai choisi de briser le cycle. Quand je finirai, ça l'était silencieuse, non pas par rejet mais par respect. Puis sont venus les applaudissements. Il n'y avait que des larmes que je n'avais pas réalisé que je retenais. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de Pierre F.O.N. de mon histoire ne portait pas seulement sur la douleur. Elle portait sur la survie. Elle portait sur le reconquête de la valeur auprès de ceux qui avaient essayé de me le voler. Elle portait sur le fait de montrer aux autres que le silence ne doit être permanent. Ce jour marquait le véritable début de mes nouvelles vies, non peu définies par ce qui m'avait été fait, mais par ce que j'ai choisi de faire ensuite. Je suis sorti de cet événement dans l'air frais de la nuit, des étoiles éparpillées dans le ciel. Et je l'ai finalement ressenti au plus profond de mes os que j'étais libre, je valais quelque chose. Et j'étais suffisante. Mes cicatrices racontent une histoire, mais elles n'étaient pas la fin. Elles étaient l'épreuve que j'avais vécue quand durait l'émerger plus forte cette fois. C'était moi d'écrire l'histoire.